Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Bonjour Queen Slobodian. Hi. Il faut que je vous présente, puisque comme on l'entend, vous êtes américain, vous êtes professeur d'histoire globale à l'Université de Boston, vous êtes l'un des penseurs les plus en vue de la gauche américaine. Vous venez de publier en français Le capitalisme de l'apocalypse ou le rêve d'un monde sans démocratie. C'est aux éditions du Seuil. Un ouvrage passionnant, stimulant. Vous considérez donc que ce capitalisme de l'apocalypse, il est constitué par des entrepreneurs et des théoriciens libertariens qui imaginent une sorte de monde fragmenté en micro-États, des micro-États qui se confondent en quelque sorte à des entreprises où la démocratie est, comment dirais-je, un peu surnuméraire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nécessairement antidémocrates, tous, mais ils considèrent que si la démocratie ploie sous le poids du capitalisme, eh bien, ça n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Et évidemment, votre ouvrage résonne de manière particulière avec l'arrivée de Trump. En le lisant, j'ai retrouvé un certain nombre de mes amours de jeunesse, des auteurs comme Hayek, comme Murray Rothbard, qui sont libéraux, ultra-libéraux, dont on parlait très peu. Il faut que vous m'expliquiez, Queen Slobodian, pourquoi le mot libertarien, qui était un mot, disons, assez rare lors de Trump saison 1, est aujourd'hui, tous les jours, dans l'actualité. Il y avait déjà un sous-thème de libertarianisme lors de Trump 1. On ne l'avait pas vu parce qu'on était tellement concentré sur la figure de Steve Bannon. Mais si on regarde ce qu'étaient les résultats législatifs de la première administration de Trump, c'était les coupes des impôts de 2017 qui avaient été pensées par des membres des groupes de réflexion libertariens qui avaient été les conseillers de Reagan même à l'époque. Et donc maintenant on le voit de façon beaucoup plus visible, parce qu'il y a des gens comme Musk qui sont aux avant-scènes et Mark Andreessen. Mais je pense que c'était toujours là. Vous savez, c'était le langage des gens qui veulent des frontières plus nettes, c'était toujours le langage des libertariens. Alors, on va entendre l'un des personnages qui inspire votre livre. Cet homme, c'est Peter Thiel, c'est un milliardaire, il a fait fortune avec PayPal. Vous allez nous en dire plus dans quelques instants. Je vous propose d'écouter ce qu'il dit. Je vais traduire, je vais piquer le boulot de Zlotowski. Si la ville de San Francisco devenait un État indépendant, ce serait l'un des États socialistes les plus à gauche du monde. Et je prédis que les impôts à San Francisco seraient semblables à celles de Hong Kong. Et ça n'a rien à voir avec l'idéologie de la population ou quelque chose comme ça. C'est juste la structure. Et je pense que la structure est guidée en grande partie par la technologie. C'est la raison pour laquelle je pense que tout ce qui peut être fait pour créer plus de pays est une bonne chose. Je pose la réflexion pour 2050 sur le nombre de pays dans le monde. À ce stade, je pense que si nous voulons augmenter la liberté, nous devons augmenter le nombre de pays. Queen Slobodian, pourquoi cette théorie est-elle significative pour vous ? C'était un moment intéressant lorsque Thiel parlait en 2009. Et les gens pensaient que le modèle politique était en train d'étrangler l'innovation économique et la liberté économique. Si on va 7 ans en avant, Peter Thiel parlait à la convention républicaine. Et une partie des arguments de mon livre, c'est que ce désir de créer des nouveaux États, d'échapper à l'État, cultivé par certains libertariens, s'est transformé en désir de prendre le pouvoir dans un État existant. Donc la capture de l'État par quelqu'un comme Thiel, cette théorie signifie que les États-Unis eux-mêmes sont maintenant le laboratoire pour un nouveau genre de politique. Mais alors justement, Thiel
formalise en quelque sorte quelque chose que l'on voit déjà à Singapour, à Hong Kong, des pays que vous évoquez dans votre livre, le fait que, je cite Peter Thiel, la liberté et la démocratie ne sont pas compatibles. Qu'est-ce que ça veut dire, cette manière donc assez franche d'en finir avec l'idée que le capitalisme irait de pair avec la démocratie? Une des contraintes que nous avons à comprendre la politique, ce que j'ai essayé de défier dans mon livre, c'est il n'y a que deux positions pour l'économie mondiale, soit le monde ou la nation. Et souvent, en 2016 et les années après, ont été décrites comme le retour du nationalisme après une période de mondialisation. Et mon livre tente de décrire les différentes formes d'organisation qui étaient très populaires depuis la fin de la guerre froide, qui ne ressemblent pas à des États-nations traditionnels. Réfléchissons, Hong Kong, Dubaï, le Liechtenstein, ce ne sont pas des nations traditionnelles et pourtant, je pense que ce sont les modèles sur lesquels des gens comme Peter Thiel opèrent. Le défi, là, c'est comment est-ce qu'un État énorme tel que les États-Unis est transformé en quelque chose qui ressemble à ces petites entités comme Hong Kong et Dubaï. Et je pense que la politique des 4 années à venir, ça va être de transformer le grand État américain en une galaxie de petites juridictions qui seront plus faciles à investir. Mais alors, pourtant, ça peut marcher par exemple en Chine. On n'a pas forcément besoin d'avoir la taille de Singapour, d'avoir des micro-États. Un énorme État comme la Chine peut très bien concilier absence de démocratie et efficacité capitaliste. Et la Chine, c'est le modèle, en fin de compte. La façon dont le livre le raconte, c'est qu'il y a ce moment incroyable, au cours des années 70, lorsque Hong Kong est découvert par 2 personnes auxquelles on ne pense pas comme étant semblables, Milton Friedman et Deng Xiaoping. Et Shenzhen et la création de zones économiques spéciales en Chine, c'est la façon dont la Chine s'est ouverte. Et pendant ce temps-là, les intellectuels néolibéraux deviennent fascinés par la multiplication de ce genre de modèles. Alors ça, c'est l'une des spécificités de votre livre, Queen Slobodian, donc Le capitalisme de l'apocalypse, que vous publiez aux éditions du Seuil. Il y a une galerie de portraits d'intellectuels, des intellectuels qui parlent aux chefs d'entreprise, avec parfois d'ailleurs des organisations qui les réunissent, comme la Société du Mont Pèlerin, ou des libéraux, des ultralibéraux, je vous laisserai d'ailleurs les définir, sont unis pour penser, peut-être aussi pour faire pression sur les gouvernements, pour obtenir des législations conformes à ce qu'ils pensent. Il faut que vous nous présentiez Milton Friedman. Milton Friedman, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence comme opposant à John Maynard Keynes et à l'état social du milieu du XXe siècle. Il était considéré comme le saint patron de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan en faveur d'impôts réduits et d'un rôle réduit pour l'État. Et on pense à lui d'ordinaire comme quelqu'un qui croyait que le capitalisme et la démocratie pouvaient fonctionner ensemble. Et pourtant, si on regarde son débat sur Hong Kong, il le dit très clairement qu'il pense que, en fait, avec le temps, la démocratie érode le capitalisme. Et donc, il faut créer des espaces d'isolation, isoler des pressions démocratiques et même sortir du contrôle démocratique.
Cette croyance a été soutenue par 2 autres personnes dans mon livre, son fils et son petit-fils. Son fils est David Friedman, qui devient le père de l'école de pensée qui s'appelle l'anarcho-capitalisme. L'idée, là, c'est qu'on laisse de côté le gouvernement totalement. Son petit-fils, Patrick Friedman, était un allié de Peter Thiel qui pensait aussi à réfléchir à la politique de cette nouvelle manière. Mais alors, justement, dans cette galerie de portraits donc d'intellectuels, il y a aussi une galerie de portraits politiques qui les accompagnent. Reagan, Thatcher, Trump. Reagan et Thatcher ne pensent pas la même chose que Trump. Ce sont des libéraux, ils diminuent les impôts, mais ils croient en l'État. Reagan fait la guerre des étoiles. Margaret Thatcher est extrêmement dure avec toutes les tentations, notamment avec l'Irlande. Elle se comporte de manière extrêmement forte et dans une perspective que je qualifierais de profondément nationale. Elle ne veut pas du tout un micro-État, au contraire. Elle veut que l'Angleterre reste grande et unie. Et alors, est-ce qu'on a affaire à un même phénomène ou alors une rupture dans l'histoire du capitalisme ou du libéralisme, Queen Slobodian? Margaret Thatcher a pris une position plus agressive pour le Royaume-Uni, pour l'Angleterre, très agressive sur le plan international, avec la guerre des Malouines. Mais ces mots ont été inspirés aussi par le modèle de Hong Kong et la création au sein du Royaume-Uni de 3 ports et d'entreprises libres. C'était une des idées du Parti conservateur. Donc si on considère la politique de Boris Johnson ou de Rishi Sunak, ils se considéraient comme étant les héritiers de Thatcher. Et ils essayaient aussi de créer des petits arrangements légaux à l'intérieur du pays pour faire venir le capitalisme, les capitaux mobiles et des lieux qui ressembleraient à Singapour. Je pense que cette vision de ce que j'appelle le capitalisme de rupture a été cohérent et constant à travers les décennies. Oui, parce que vous insistez beaucoup, et il va falloir que vous nous expliquiez ce que vous voulez dire par là, à la fois sur les zones franches. Il y a d'ailleurs dans votre livre une carte de ces zones franches, des zones où on peut investir, entreprendre pratiquement sans taxes, et puis ce que vous appelez les interstices du monde. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Queen Slobodian? Eh bien, c'est une nouvelle forme de géographie politique que je voudrais présenter aux lecteurs de ce livre. Au cours des 40 dernières années, il y a eu la création de milliers et de milliers de zones économiques spéciales, qui sont des juridictions au sein des pays où les impôts sont plus légers ou inexistants, où les règlements sont écrits par et pour les investisseurs. Et ça a été adopté par la Chine, au Royaume-Uni, aux États-Unis, à travers le monde entier, en Amérique latine. Et c'est devenu la façon standard pour le capitalisme. Les intellectuels libertariens dans mon livre ont été inspirés par ce modèle de zone et se sont demandé si on pouvait aller un pas plus loin. Est-ce qu'il pouvait y avoir un avenir dans lequel le monde ne serait plus organisé en États-nations, mais dans ces petites structures sous-nationales non démocratiques. Mais alors, justement, est-ce qu'aujourd'hui, ces zones qui sont présentées comme étant des zones pour favoriser l'emploi, pour favoriser l'investissement, sont en réalité, selon vous, des outils contre la démocratie? C'est une question intéressante. Ces zones ont été utilisées par les États pour leurs propres raisons et parfois par des États démocratiques. Mais par définition, ils créent des perforations ou des trous dans la nation qui sont à l'extérieur
du régime démocratique. Et le jeu entre les nations et les zones, c'est en train de se produire aux États-Unis. Parce que, bien qu'on entende parler de l'Amérique, de Washington, les politiques, par exemple, en faveur desquels se trouvent des gens comme Elon Musk, sont destinés à décentraliser le pouvoir et à créer plus de concurrence entre les États et à un niveau local. Queen Slobodian, on vous doit Le capitalisme de l'apocalypse aux éditions du Seuil. Vous êtes traduit évidemment par Maître Zlotowski ici même. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous nous avez donc décrit un capitalisme tentaculaire qui voudrait bien se débarrasser de la démocratie. Je vous parlerai de la situation française. J'ai la une des Échos sous les yeux avec l'éditorial « Quand les patrons se rebiffent ». Les patrons aujourd'hui en France estiment que le niveau de compétitivité, les taxes en France sont beaucoup trop élevées et que nous allons nous faire dévorer par Donald Trump. Vous allez nous dire dans quelques instants ce que vous en pensez. Il est 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et nous vous retrouvons, Queen Slobodian, avec un livre extrêmement noir sur l'avenir du capitalisme. Vous êtes historien, vous enseignez l'histoire globale à l'université de Boston. Vous publiez donc Le capitalisme de l'apocalypse aux éditions du Seuil. Vous expliquez dans ce livre comment un certain nombre d'entrepreneurs, accoquinés à des penseurs ultralibéraux, certains vivants, d'autres morts, essayent de penser une fragmentation du monde, un monde qui serait divisé en micro-États, des micro-États entreprises, un peu sur le modèle de Singapour, où la démocratie est de trop, et vous considérez que c'est le rêve ultime de Peter Thiel, par exemple, qui est un proche d'Elon Musk, lequel est un proche de Donald Trump, et qui a fait fortune, Thiel, en fondant la société PayPal. Et figurez-vous qu'en lisant votre livre, eh bien, je regardais les actualités françaises et, par exemple, cette une des Échos, quand les patrons se rebiffent. Et alors, en France, on n'est pas du tout dans la situation que vous évoquez parce que, au contraire, les patrons déplorent, je cite, la taxation du Made in France. L'un des patrons, par exemple, d'EDF, qui est une grande entreprise qui fait de l'électricité, estime qu'investir en France, c'est l'enfer. Bref, si l'on en croit ces patrons, le héros, si vous voulez, du gouvernement français, ça n'est pas Milton Friedman ou Frédéric Hayek, c'est Thomas Piketty. Un des points du livre, c'est que je ne décrivais pas simplement l'imaginaire de certains penseurs, mais la réalité du capitalisme mondial. Et le fait qu'il y a des options de sortie pour les entreprises signifie qu'il y a une pression sur des grands États en faveur de baisser les impôts, et cette pression augmente. Le défi pour toute personne tentant d'avoir une politique industrielle ou d'étendre l'innovation, c'est la possibilité de la défection des investisseurs. Mais justement, la défection des investisseurs, parce que les investisseurs, vous savez, il y a une vieille règle qui dit que les investissements d'aujourd'hui font les profits de demain et les emplois d'après-demain. Et malgré tout, il y a un lien, c'est-à-dire que ce Peter Thiel, tout Peter Thiel qu'il est, il a fait des embauches, il a créé un système et il a besoin de citoyens, parce que c'est bien gentil d'habiter Monaco ou d'habiter un micro-État autoritaire, mais il faut des consommateurs pour que le capitalisme vive. La question du modèle pour le travail est un modèle essentiel. Et la vallée, la Silicon Valley, le modèle a été d'entrepreneurs qui, en fait, prendre des gens et les jeter. Et en fait, employer des indépendants qui n'ont pas de sécurité de l'emploi. Donc, ils ne savent pas exactement à quoi va ressembler demain. Et c'est exactement, c'est l'avenir que les États-Unis tentent de construire. Et c'est pas un univers de négociation collective ou de plans pour les enfants ou les petits-enfants, mais un modèle sans filet de sécurité.
Alors pourquoi, dans ces conditions, ces personnes que vous jugez surnuméraires, qui sont jugées surnuméraires par ces patrons ou par ces théoriciens ultralibéraux, selon vous, Queen Slobodian, pourquoi ces gens-là ont-ils voté Trump? Well, the world of the United States has already produced a sense of Vous savez, les États-Unis ont déjà créé cette philosophie de le vainqueur remporte toute la mise. Et ces crypto-monnaies, ces influenceurs en ligne, la popularité de choses telles que le catch, par exemple, ou par exemple le jiu-jitsu, le MMA. C'est chacun pour soi. Et Trump, Musk, Thiel représentent les vainqueurs dans cette lutte néo-darwinienne. Parce que vous votez pour eux, parce que vous imaginez dans leurs chaussures, et tous les autres, ce sera les perdants. Bon, mais alors, si on lit un certain nombre de commentaires qui sont faits dans le New York Times sur le vote de Trump, il y a par exemple le fait qu'il a beaucoup insisté sur l'immigration, le refus de l'immigration, le fait qu'il allait chasser les immigrés clandestins, et ça, c'est pas du tout ultralibéral. Ça dépend de la façon dont on le regarde. Un des aspects que j'écris, que je couvre dans mon livre, c'est la défense économique des travailleurs. Si vous réfléchissez à ce mélange de la préférence de la Silicon Valley pour des entrepreneurs individuels, c'est-à-dire des gens qui sont des individus qui travaillent à leur compte, et l'expulsion d'immigrants illégaux, c'est-à-dire des immigrants sans papier, et ce mélange d'un geste de protection sociale qui couvrirait aussi une partie importante de l'économie américaine, parce que ces gens-là travaillent pour l'économie américaine. Donc je pense que la position libertarienne sur l'immigration, c'est pas l'ouverture des frontières. Milton Friedman a dit on peut soit avoir un État-providence avec des frontières ouvertes, mais ou bien c'est ou l'un ou l'autre, ou un État-providence ou les frontières ouvertes. Jean Lémarie. Il y a la théorie, puis il y a la réalité. Vous décrivez le projet politique, économique de ces hommes autour de Trump. Mais là, on arrive dans le réel. Après le retour à la Maison-Blanche, combien de temps ça peut tenir ce choc entre la théorie, leurs ambitions et la réalité de ce qu'attendent les citoyens, les consommateurs, les travailleurs américains? Trump réussit en partie parce que son bateau accueille toutes les politiques. Et en fait, c'est un divertisseur plutôt qu'un penseur. Et les gens de Silicon Valley se sont rendus compte de cela. Et ils luttent pour se rapprocher de lui et mettre en place leur politique en raison de leur proximité avec lui. Et d'autres parties de la coalition, comme Bannon, Steve Miller, tentent de manœuvrer pour se rapprocher de lui, pour qu'ils puissent faire progresser leur but à eux. Et ce qu'on a maintenant, c'est ce qu'on a eu dans le premier mandat. C'est un mélange chaotique de politiques qui vont dans toutes les directions. Donc je pense que c'est une question de qui va réussir à capturer l'attention de Trump le plus longtemps possible pour que sa politique soit réalisée. Jean Lémarie. Mais encore une fois, pour être concret, dans cette Amérique de Trump qui se met en place, là, ces jours-ci, ces semaines-ci, quelle est l'articulation, par exemple, entre le secteur public et le secteur privé? Parce qu'il y a un vrai sujet de tension, là aussi. Il y a des tensions. Je crois que le but de quelqu'un comme Musk est de capturer le pouvoir de l'État pour atteindre des projets économiques, par exemple les autos qui se dirigent elles-mêmes, la colonisation de Mars, utiliser la politique, le pouvoir politique de Trump pour pouvoir faire un effet bélier contre la politique économique classique. Les efforts de Musk et de Zuckerberg, c'est d'utiliser sa belligérance contre l'Union européenne
pour pouvoir faire reculer les réglementations sur les réseaux sociaux, sur la modération et permettre, par exemple, aux fournisseurs de services américains de vendre des systèmes d'armes, de vendre leurs systèmes de satellites. La relation entre Musk et Meloni, c'est intéressant de voir comment ils utilisent des alliances alternatives pour étendre leur pouvoir, leur part de marché dans des lieux où ils n'ont pas tellement réussi jusqu'à présent. Mais alors justement, est-ce que dans ce cas-là, Queen Slobodian, l'Europe, donc vous êtes en Europe, et nous, on est vraiment sur des positions complètement différentes. Regardez, Trump, par exemple, il veut baisser l'impôt des sociétés à 15%. En Allemagne, il y a un parti libéral qui veut mettre l'impôt sur les sociétés à 10% pour faire concurrence à Trump. Ce parti, il est complètement dans les choux. En France, l'impôt sur les sociétés, il va probablement être relevé par le gouvernement de 40%. Donc, on est très éloigné de vos camarades Peter Thiel et Elon Musk. Oui, mais ils font face à un monde qui est défini de plus en plus par des politiques qui voient Hong Kong comme modèle. 15%, c'est pas par hasard ce chiffre. C'est la flat tax de Hong Kong depuis les années 70. Et c'est resté là. C'est le saint Graal pour les groupes de pensée, de réflexion libertariens. Et la France est encore dans ce monde de concurrence, à l'évidence. Et ça sera difficile de maintenir cette barricade, de tenir cette barricade contre les concurrents alternatifs, sans faire des mesures de protection extrême. Alors surtout que si on regarde dans le débat français, parce que nous, on a quand même encore beaucoup de marge. Hein. On est à 33% d'impôt sur les sociétés. S'il est augmenté de 40%, on ne va pas le baisser immédiatement à 15%. Mais par ailleurs, dans ce débat en France, on dit que de toute façon, les entreprises ont un certain nombre de moyens de se prémunir contre l'impôt sur les sociétés. Et vous connaissez l'une des théories, c'est qu'un impôt trop fort tue l'impôt. Donc il se pourrait qu'il fasse mieux ou qu'il soit plus opportun, disons, d'avoir un impôt à 15% payé qu'un impôt à 40% qui va inciter les entreprises à aller ailleurs. La question d'atteindre l'accord des classes capitalistes, c'est important. Les États-Unis, ces 4 dernières années, c'était un cas intéressant. Des gens comme Larry Fink de BlackRock, Zuckerberg avec Meta, qui voulaient travailler avec Biden. Et vous avez vu qu'à la fin de l'administration Biden, il y a eu une perte d'assentiment des gestionnaires d'actifs et les grands PDG qui se sont retournés vers les partis de droite beaucoup plus radicaux, vers Trump. Et on parle souvent du consentement des gouvernés pour les gouvernants, mais le consentement des classes, des dirigeants d'entreprise, c'est tout aussi décisif. Et donc, dans ce monde d'un jeu à somme nulle, c'est très, très difficile de conserver le consentement de tous pendant longtemps. Alors maintenant, je vais me lancer dans un exercice un peu difficile, Queen Slobodian. Je vais défendre les penseurs ultralibéraux et libertariens, et notamment l'un d'entre eux qui m'est cher, Frédéric Hayek. J'aimerais que vous nous présentiez Frédéric Hayek et que vous nous disiez quelle est sa part de responsabilité, selon vous. C'est un homme qui a obtenu le prix Nobel d'économie, qui est mort dans les années 70, mais vous estimez qu'il est à l'origine, notamment parmi d'autres, de cette politique ultralibérale qui est à la mode aux États-Unis. Quelques mots, Queen, pour nous présenter Hayek. Friedrich Hayek est né et a été élevé dans l'Empire austro-hongrois.
Et il a vu la chute de l'Empire austro-hongrois comme une sorte de tragédie. Son projet était de reconstruire un modèle de l'Empire des Habsbourg où il y avait une unité économique et des gouvernements politiques séparés. Et les gens étaient satisfaits de cette séparation des choses. Donc ce livre que j'ai écrit, Le Mondialiste, c'était la création d'institutions qui tentaient d'imiter l'époque habsbourgienne. Par exemple, l'Organisation mondiale du commerce, créée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il pensait qu'il avait eu raison et que les gens avaient écouté et suivaient ses arguments que le socialisme était destructeur et que les gens avaient pris à bras le corps le capitalisme. Mais Hayek a toujours vu qu'il y avait un rôle pour l'État en protégeant les contrats, en luttant contre les monopoles, en fournissant un filet de sécurité sociale. En fait, il n'était pas aussi radical du tout que certains d'autres personnages de mon livre. En fait, je décris certains de ces gens-là comme des bâtards de Hayek, parce qu'ils ont pris l'héritage de Hayek et l'ont radicalisé beaucoup plus et retiré le rôle de l'État. C'est là où je voulais en venir. Il y a donc une forme de libéralisme d'Hayek qui est très inspiré par la lutte contre l'Union soviétique, puisque le grand ouvrage d'intervention d'Hayek, La route de la servitude, il est publié en 1945 et il vise à dire à ces démocraties qui sortent de la Seconde Guerre mondiale, méfiez-vous du modèle soviétique. Et en cela, je crois qu'on peut lui donner raison. Mais dans le même temps, quelqu'un comme Murray Rothbard, que vous allez pouvoir nous présenter. C'est fou parce qu'aujourd'hui, on parle tous les jours de Murray Rothbard, alors que c'était un économiste parfaitement marginal dans tous les sens du terme. Murray Rothbard vivait une sorte de folie utopique à l'université de Las Vegas, abritant les drogués, les négationnistes, bref, tous ceux qui n'avaient aucune place ailleurs, comme c'était quelqu'un de très radical, il accueillait tout le monde. Et on peut dire que cet homme, en dehors des quelques disciples qu'il avait autour de lui, était infiniment plus marginal qu'Hayek. Alors, est-ce qu'il ne faut pas, malgré tout, distinguer ces différentes pensées, Quinn Slobodian? Yes, well, Murray Rothbard, who was American, Murray Rothbard, américain, né dans les années 20, grandi à New York, mais si Hayek a idéalisé l'Empire austro-hongrois, Rothbard a idéalisé la frontière, c'est-à-dire le monde des cow-boys, produire quelque chose à part de rien, les gens armés qui protégeaient leur propriété à la pointe de leur colt. Il connaissait Hayek, il était dans la société des Bontheim, mais il était beaucoup plus à droite du spectre politique. Et il était très suspicieux du rôle du gouvernement et sa défense de l'anarcho-capitalisme. Et c'était sur des positions qui étaient beaucoup trop loin pour faire partie d'une institution. Mais Milley, l'Argentin, s'est déclaré comme héritier de Rothbard. Et il est difficile de ne pas voir là un héritage de radicalisation. Mais à la fois, il ne le peut pas, Milley, parce que Rothbard proposait, par exemple, un marché libre des enfants. Puisqu'il disait, voilà, finalement, si on paye très cher un enfant, on va en prendre soin. C'est ses théories, hein, c'est pas les miennes, donc me demandez pas s'il n'y a pas des contre-exemples. Mais Quinn Slobodian, on voit bien qu'aucun gouvernement, aussi fou soit-il, ne peut s'inspirer de ces théories. Mais il y a un paradoxe. Il est difficile d'être chef d'État quand vous croyez à une philosophie qui ne croit pas à l'État. Et pourtant, on est là. Donc c'est exactement ce genre de paradoxe en politique que j'essaye de décrire. Oui, sauf que moi je pense qu'en arrière-fond, il y a Hayek. Hayek, comme vous l'avez dit, croyait en l'État. Il croyait en un État minimal, mais il croyait en un État. Et surtout, je me suis replongé dans La route de la servitude hier après avoir lu votre livre. Et je pense qu'il y a un certain nombre de mots d'Hayek qui pourraient très bien convenir à la gauche, peut-être même à la gauche radicale. Je vous en cite quelques-uns.
On pourrait presque dire que partout où la liberté a été détruite, nous l'avons fait au nom d'une nouvelle liberté promise au peuple. Même parmi nous, nous avons des planificateurs, puisqu'à l'époque, donc, Hayek luttait contre la planification et le Gosplan, qui nous promettent une liberté collective aussi trompeuse que tout ce que disent les politiciens totalitaires. Le contrôle, écrit Hayek, s'étend même à des sujets qui semblent n'avoir aucune signification politique. Et voyez, quand je lis ça, je pense par exemple au capitalisme de contrôle, par exemple sur les données personnelles, par exemple sur la manière dont on peut être tracé. Et je me dis, voilà, on peut donner ce texte et le donner à un certain nombre de personnes classées aujourd'hui très à gauche qui luttent contre ce capitalisme de contrôle. Qu'en pensez-vous, Queen Slobodian? Je pense que la situation aux États-Unis, c'en est une où beaucoup des rôles que l'État remplissait sont remplis maintenant par des fournisseurs de services privés. Et la vision de gens comme Theo Thiel et Musk est d'accélérer ce processus. Et Musk aussi. Pour Hayek, la grande menace, c'était trop de surveillance par l'État. Et maintenant, nous sommes dans une situation où les acteurs privés ont ce niveau de surveillance et de contrôle sur nous tous. La solution semble ne pas être une fusion du pouvoir privé avec l'autorité publique, comme celle que l'on voit aux États-Unis, mais véritablement d'avoir des espaces de liberté au-delà de cela. Et en ce sens-là, je suis d'accord avec Hayek. Alors, vous, Queen Slobodian, qui êtes une voix extrêmement écoutée dans la gauche américaine, qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui, maintenant qu'on en a pris, surtout vous d'ailleurs, malheureusement, mais nous aussi un peu, pour 4 ans avec Donald Trump? Un des problèmes de la gauche américaine au cours des dernières décennies a été de trop mettre l'accent sur la présidence en tant que forme primaire de politique, depuis Bernie Sanders Je crois que beaucoup de personnes se rendent compte maintenant qu'il faut commencer par le niveau local et construire des structures alternatives dans les villes, les États, les comtés, qui peuvent servir de base pour des mouvements sociaux et à plus long terme, à une reconstruction à plus long terme d'une relation entre l'État et le peuple. Je pense qu'on va pouvoir le voir au cours des 4 années à venir, plutôt qu'une fixation sur Washington, comme l'acceptation de cette politique, eh bien, elle est décentralisée et il faut commencer avec ça. Mais alors, justement, est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir des interstices, pour employer le terme qui vous est cher, je ne sais pas, un interstice californien, c'est un gros interstice, hein, mais un interstice californien qui lutte contre Trump? Un des paradoxes du moment Trump, c'est que ça ressemble comme une centralisation du pouvoir. Et en fait, l'effet sera la réduction du pouvoir central. Ce sera la réduction des budgets nationaux. Ça permettra aux gens de voter avec leurs pieds, aller par exemple du Massachusetts vers la Californie ou aller ailleurs. Et ça rendra l'Amérique un endroit de plus en plus différent. Et peut-être qu'on devra aller avec cette dynamique plutôt d'aller contre. Merci beaucoup, Queen Slobodian, de nous avoir rendu visite. Le capitalisme de l'apocalypse ou le rêve d'un monde sans démocratie, un livre important, donc publié au Seuil. Vous étiez traduit par un certain Zlotowski, ici même dans quelques instants. Le journal de 8h45, mes camarades Saltiel et Como.